Bonjour la communauté des scaphandriers, donc je me prénomme Benoît Poinard, je suis un des responsables, un des cofondateurs du syndicat des scaphandriers. Donc on fait cette vidéo pour revenir un petit peu sur ce qui s'est passé dernièrement et notamment sur l'AG, donc la dernière AG qu'on a eue où on était 4 scaphandriers. Et donc sur les 4 scaphandriers, il y en avait un seul qui n'était pas en gros au bureau. Ce qui s'appelle en gros un échec, quoi, puisque quand on s'adresse à l'ensemble d'une communauté et que finalement au bout de 10 ans d'action on n'a qu'une seule personne, c'est une forme d'échec. Et par contre le scaphandrier qui était là, Damien Barbe, que je remercie d'être venu, nous a suggéré de faire une vidéo pour qu'on se voit, que les gens voient à qui ils ont affaire en fait, parce que c'est souvent des noms sur un texte sur Facebook en ce qui me concerne, parce que je suis pas très lisible quoi moi. Donc voilà, donc ça vous permet d'avoir un visage et puis aussi ça me permet moi, de m'exprimer plus simplement que de passer par du texte, de l'écrit. Voilà, donc l'idée c'était de revenir un petit peu sur ce qu'on a fait depuis 10 ans, puisque cette année c'est les 10 ans en fait du mouvement. Donc je vous rappelle, à la base on a eu l'association Scaf Motion qui a commencé dans ma cuisine d'ailleurs. Donc on a commencé dans ma cuisine, il y a eu plusieurs AG dans ma cuisine. On a pris un petit peu d'ampleur à cette époque-là, et jusqu'au moment où on a fait notre première AG à Saint-Julien-Molin-Moulette, qui a été un grand succès, le seul, puisque là on était à peu près une vingtaine de scafs. C'est la seule fois où on a réussi à avoir un petit peu de monde. Après ça s'est étiolé dans le temps, jusqu'à la dernière AG où on était 4. Voilà. Donc si on revient un petit peu sur l'historique du mouvement, c'est quoi? C'est des types qui se rencontrent sur un chantier de grille, et pour la société Ocan. Et ça, je tiens à le dire parce que c'est souvent un reproche qu'on fait au syndicat. On entend parler d'Ocan. On s'est rencontrés chez Ocan. Voilà, tous. Donc il y avait Eric Saint-Sulpice, Thomas Garriga, Raphaël Guichardière, les Frères Ternier à l'époque et moi-même. Et on crée l'association des syndicats et un site internet. Donc voilà, ça c'est la naissance de Scaf Motion. Et donc je m'excuse auprès de part de la communauté parce qu'on entend beaucoup parler d'Ocan, mais à l'occasion, à cette époque-là, on était tous freelance et on se retrouvait chez Ocan, en gros là. Et le début de l'histoire, elle est là. Après, on a commencé à avoir un petit peu des actions de communication. La première action qu'on a eue à cette époque, peu d'entre vous en s'en rappelaient, c'est qu'en fait, on a fait modifier le remboursement des indemnités kilométriques qui ne correspondait pas à la loi en fait. C'est la première action qu'on a eue avec la sauce. Donc là, à cette époque-là, pour ceux qui étaient là, on était indemnisé à peu près à 12 centimes le kilomètre et nous on a fait valoir les droits en fait. On s'est adressé au bois d'intérim et on est passé à 25 centimes d'euros le kilomètre, ce qui était quand même sensible. Grâce à cette action, on a multiplié par 2, ce qui n'était pas rien quoi. Voilà, première petite action concrète de l'action de l'association. Tout de suite, on a eu la volonté d'avoir une action nationale et de peser un petit peu sur les lois. Et donc, le but, c'était quoi? Le but, c'était d'améliorer notre quotidien et de tirer notre profession vers le haut. Voilà, ça a toujours été vraiment le but. Et c'est ce qui a mené et guidé notre action depuis le début. Assez vite, on s'est rendu compte qu'une association et les statuts de l'association en fait allaient nous limiter dans l'action et qu'il fallait passer par une véritable action syndicale pour pouvoir avoir une représentation au niveau national. Donc l'idée d'aller vers un véritable syndicat. Et là, un reproche qui nous a été fait aussi, c'est de nous s'adresser à la CGT. Alors pourquoi on s'adresse à la CGT? Il y a deux raisons. Il y avait un précédent avec le premier syndicat de scaphandriers qui était avant nous, donc Scafco, qui lui était hérité de ce qui s'était passé du procès fait par les anciens COMEX, en fait, avec le SASPOS, et qui était affilié CFDT. Donc il y avait ce précédent, ça fonctionnait plus bien à cette époque-là, on a voulu faire une rupture avec ça, donc on a changé de syndicat. Et en gros, on a considéré quoi? On a considéré qu'on était des ouvriers. Et donc, quand on est des ouvriers en France, on a deux syndicats sur lesquels on peut s'appuyer. On a en gros FO et on a la CGT. Alors, on s'adresse à la CGT, c'est vrai. Alors ça, on nous l'a souvent reproché. Alors, je ne vous cache pas très clairement, et j'y suis assez responsable. Et là, c'est un petit peu des penchants politiques qui m'ont amené à plutôt m'intéresser à la CGT qu'à FO.
En gros, c'est ça. Et puis l'autre raison, c'est que la CGT a un véritable réseau qui fonctionne super bien. Et ce réseau, il nous a permis de monter très très vite en fait, et d'accéder très vite en gros au ministère du Travail. Et ça a été possible grâce au réseau de la CGT. Donc ça, c'est un boulot qu'on a fait dans les années 2010 et on a été conforté dans cette action parce qu'on a su à cette époque-là, grâce à des contacts qu'on avait à l'OPBTP, que en gros, le ministère du Travail avait pour volonté de revoir la législation hyperbare. Et en fait, pour ça, on a su qu'il fallait qu'on accède à une assemblée qui siège à la Direction Générale du Travail à Paris. Et cette assemblée s'appelle le COCT. Alors le COCT s'appelle les Commissions d'orientation sur les conditions de travail. Ne siègent au COCT que des représentants et des juristes de l'institution, donc de la Direction Générale du Travail, et des représentants de tous les syndicats et d'autres personnes du style l'INRS, etc. et qui réfléchissent en fait au code du travail, aux conditions de travail. Donc le code numéro 2, lui, il est spécialisé dans les travaux dangereux, les travaux particuliers. Vous allez trouver tout ce qui concerne le nucléaire, vous allez trouver tout ce qui concerne l'amiante par exemple. Et l'hyperbarie se trouve dans ce code numéro 2 et à l'époque siégeaient donc des représentants de tous les syndicats. Nous, grâce à la CGT, on a remonté très vite les échelons et on a pu aller au COCT. Parallèlement, donc du coup, on s'est fait inviter à ce moment-là à la CGT parce qu'on n'y était pas encore. On les épaulait en fait, on s'est fait inviter et on s'est fait envoyer par les gens de la CGT et par les gens de l'OPBTP d'ailleurs en même temps, le projet qu'avaient donc les gens de la Direction Générale du Travail en ce qui concerne les travaux sous-marins. Donc là, je suis rentré en liste, j'ai lu ce texte et je l'ai critiqué. Je l'ai critiqué dans la manière où moi-même j'ai fait un rapport sur les propositions qu'avait la DGT à cette époque-là. Et certains d'entre vous vont peut-être s'en rappeler, c'est qu'à ce moment-là, j'ai envoyé 300 courriers à 300 scaphandriers, entre parenthèses avec 300 enveloppes et 300 thèmes que j'ai payés à l'époque et que j'ai pu envoyer grâce à Monsieur Barré, que vous connaissez tous sans doute, comme beaucoup d'entre vous, et qui lui, ne pouvant pas nous donner un listing de scaphandriers puisque personne ne voulait nous donner un listing de scaphandriers, que ce soit lui ou que ce soit l'INPP, puisqu'on n'a pas le droit de donner des données confidentielles concernant des gens. Donc, lui, il a accepté en fait de nous poster ce courrier. Donc, on a envoyé 300 courriers et dans ce courrier, je demandais aux gens de faire des doléances en ce qui concerne leur métier, de me les faire remonter et moi, je me proposais d'en faire une compilation en fait et de ce qui allait me donner du grain à moudre en fait pour critiquer le projet de la DGT et puis d'amener des propositions. Donc à l'époque, sur les 300 courriers que j'ai envoyés, j'ai eu 2 réponses. Il y a 2 personnes qui ont pris le temps de me dire tiens, nous on pense ceci, cela. Donc je me suis retrouvé devant bien seul, devant ma feuille blanche et pour écrire des choses. Alors comment j'ai fait? Je me suis basé sur mon expérience. Voilà, j'étais obligé et je suis parti du principe que j'étais quelqu'un qui était investi dans le métier et qui l'était depuis longtemps. Voilà, puisque je ne vais pas vous raconter ma vie maintenant, mais enfin en gros je fais de la plongée depuis l'âge de 10 ans. J'ai commencé les travaux sous-marins à l'âge de 16 ans en archéologie sous-marine. J'ai été moniteur de plongée, j'ai fait de la plongée souterraine profonde, donc je me fabriquais à l'époque les mélanges, je dégringolais dans la zone des 140-150 mètres, tout seul. Après j'ai été plongeur dans l'armée, et puis après j'ai fait le cursus classe 2, classe 3, j'ai fait 10 ans d'offshore, j'ai fait 10 ans de TP. Donc voilà, je suis quelqu'un qui a passé sa vie dans l'eau, passé sa vie à travailler dans l'eau et qui a quand même une vision un peu globale du métier, ayant touché un peu à tous les aspects de la profession. Et donc, je pense en ayant des visions assez claires de ce qu'est notre métier. Et du coup, c'est sur cette expérience que je me suis basé pour critiquer le texte. Et ce texte, donc, je l'ai envoyé à la DGT. Et après, j'ai pu participer donc, à ces réunions au COCT, où il était question à l'époque de, dans un premier temps, revoir le décret général qui concerne notre métier et après en particulier revenir donc sur l'arrêté technique. Donc on parle de l'arrêté qui est passé en 2011 et de l'arrêté technique, donc l'arrêté de 2013,
qui est encore en vigueur maintenant, bien qu'il ait été revu et amendé dernièrement. Donc on a la dernière mouture qui date de mai 2019. Pendant ce cote, on a eu une action décisive et que je considère une certaine victoire, puisque on a obtenu quoi à cette période-là? On a obtenu, et ça c'est le fait du syndicat et de nos revendications, et en gros, alors beaucoup de moi, d'Éric Saint-Sulpice, des gens qui à ce moment-là gravitaient, là on était un tout petit groupe, puisqu'on avait quand même vachement de mal à toucher le reste de la profession. Donc essentiellement, on a obtenu quoi dans cet arrêté en 2013? Les deux narguilés, le fait que le plongeur secours soit équipé comme le plongeur principal, c'est vraiment une recommandation forte, une demande forte de notre part en disant c'est pas possible, on continue à travailler. Moi je l'ai vécu pendant plus de 10 ans, hein, c'est-à-dire le plongeur principal et à côté un pauvre bloc gonflé dans un coin avec une PAM en 39, l'autre en PAM en 45, un masque on ne sait pas trop si c'est étanche, le détendeur il est testé mais pas toujours, et c'est ça, c'est censé être le bloc secours. Donc en gros, qu'est-ce que j'ai fait à ce moment-là? Je me suis appuyé sur ce que je voyais en offshore, voilà, tout simplement en offshore, plongeur secours, double narguilé, etc., etc. Et on s'est dit, c'est ces standards qu'il nous faut en France. Et on a réussi à le faire passer. Donc ça, c'est directement l'action du syndicat. Et là-dessus, je ne sais pas si j'en suis fier, mais en tout cas, j'ai pas honte de ce qu'on a obtenu. On a obtenu autre chose, c'est que le manifold soit attenant au casque. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont connu, mais avant, on avait le biberon de secours et on avait un manifold qui se baladait quelque part sur le harnais. Donc il fallait aller percuter derrière et puis aller percuter un manifold qui se baladait, qui n'était pas toujours placé au même endroit. Alors ça posait des problèmes en fonction du gabarit des mecs. Donc ça on a dit c'est pas possible. Donc en gros on a dit il nous faut le manifold attenant au casque. Et ça avait quoi comme avantage? Ça avait l'avantage de supprimer tous les casques pourris. J'ai nommé les Exo 26, les AGA, les Crécy. Tous ces trucs qui sont des bricolages et qui ne nous permettent pas d'être vraiment en sécurité et qui nous protègent moins en tout cas que le standard KMB10, KMB18. L'idée, elle était là. Et ça, on l'a obtenu. Donc maintenant, si ces casques sont obligatoires, et le minimum, c'est ça, c'est venu de là. Alors par exemple, après il y a eu des débats sur est-ce qu'on doit avoir casque intégral, pas casque intégral, puisque le casque est censé être un EPI. Enfin là, on est rentré dans des débats compliqués. Moi personnellement, je suis favorable au casque intégral. Ça nous protège réellement. Meilleure qualité d'écoute, meilleure respiration. Mais après, attention, on est dans des négociations et là on rentre quoi? Voilà, il y a l'aspect économique. Est-ce qu'on peut? Est-ce que toutes les boîtes peuvent se le permettre? C'est compliqué en fait, les débats ils sont compliqués. Un autre truc qu'on a obtenu à l'époque, c'est que le biberon de secours devait faire 10 litres au minimum. Voilà, donc ça c'était passé dans l'arrêté de 2013. Dans l'arrêté de 2019, finalement ça a sauté, mais ça on n'y peut rien, c'est pas notre faute. Voilà, on n'a même pas été au courant. Alors pourquoi 10 litres? Pourquoi 10 litres? Parce que votre serviteur a failli crever sous une épave avec un biberon de 6 litres mal gonflé à 100 bars. Et donc là je m'étais dit, putain j'aurais eu 10 litres avec moi, c'était mieux. Et on s'est dit, et puis finalement après on nous a opposé, oui mais 10 litres c'est lourd. Ouais mais enfin avec une 6 litres on le compense avec du plomb. Donc l'un dans l'autre, on s'est dit 10 litres minimum, c'est une garantie de sécurité. Ça me paraît assez légitime d'imposer ça. Alors on l'a eu un temps, maintenant on l'a pas. Maintenant dans le nouveau texte, c'est le biberon doit être suffisamment dimensionné pour assumer un temps de retour à la surface. Ça se discute, je suis d'accord. On a obtenu ça. Il y a plein d'autres choses qu'on a demandé à cette époque-là. On parlait déjà de l'équipe de 4. Ça, c'était pas possible. Et il y a toujours des discussions là-dessus, mais déjà on parlait de ça. On parlait de ça à l'époque. Autre chose qu'on a obtenu, c'est l'éclairage. Éclairage obligatoire sur le casque. Je ne sais pas si vous le savez, je pense que certains ne le savent pas, mais l'éclairage il est obligatoire. Ça c'est la même chose. L'idée étant réellement la sécurité. C'est-à-dire c'est bien d'avoir un plongeur secours, c'est mieux si le plongeur secours il y voit, c'est aussi bien si les deux sont occupés de la même manière. C'est la même chose pour la potence, qui permet de sortir un collègue inanimé. Donc tout ça c'est vraiment des analyses qu'on a faites nous en disant qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer au quotidien l'ergonomie et puis notre sécurité. Donc ça on l'a directement eu en demandant, en négociant, en justifiant. Et il faut que je vous dise quelque chose quand même, qui est super important dans ce contexte, c'est que nous on a fait
que des propositions. On a fait que des propositions et on a essayé d'étayer, d'amener du grain à moudre, de plaider pour obtenir ce qu'on voulait. Alors, des choses qu'on a obtenues et d'autres pas. On ne décide de rien dans toutes ces histoires, on ne décide de rien. Quelque chose qui est super important, c'est que on nous a reproché des choses qui sont fausses. Et ça, c'est vraiment un truc moi, qui m'a marqué mais profondément. C'est qu'est-ce que j'ai entendu dire c'est à cause du syndicat si les classes 2 sont passées de 60 à 50 mètres. C'est à cause du syndicat si le refresh est obligatoire. Mais sachez que c'est faux. Le refresh, on s'y est opposé. Nous, moi, Benoît Poinard, Éric Saint-Sulpice et le syndicat, on s'est opposé au refresh. On n'en voulait pas. Seulement, voilà ce qu'on nous a dit, voilà ce que nous a dit la DGT. Votre CH est une formation à la sécurité. Et en France, toutes les formations à la sécurité sont soumises à un refresh et à une périodicité, au même titre que les CACES, au même titre que le brevet du pilote de l'avion, etc., etc. Vous n'y couperez pas. Voilà ce que l'on nous a dit. Nous n'y sommes opposés. On n'avait pas notre mot à dire. Alors nous entendre dire, c'est à cause du syndicat qu'il y a eu un refresh, ça fait vachement mal, parce que nous, on a tenté de s'y opposer. Et malgré ça, c'est ce qu'on continue à lire sur Internet, et malgré ça, très régulièrement, on rencontre des types qui nous disent c'est à cause de vous que. Ben, nous, on leur dit ben non, en fait, c'est pas ça qui s'est passé. On l'a écrit, alors visiblement, c'est mal exprimé, ça n'a pas été compris, mais c'est pas ça qui s'est passé. Autre chose, quand moi je suis arrivé dans cette commission, qu'est-ce que voulait faire le gouvernement? Alors ça, je vous le dis quand même, et là, je suis fier de moi pour le coup. C'était quoi? C'était le classe 2 va remonter à 50 mètres. Alors pourquoi le classe 2 remonte à 50 mètres? C'est pour une question d'harmonisation, pour faire coller le classe 2 au part 1 et puis après le classe 3 au part 2. Sauf que ce qu'avaient oublié les gens de la DGT en France, c'est qu'ils faisaient remonter le classe 2 à 50. Par contre, ils laissaient l'air utilisable jusqu'à 60. Donc en gros, moi j'arrive dans un moment où on propose pour la profession que le classe 2 remonte à 50, mais l'air reste utilisable à 60. Et moi, à force de discussion, j'ai réussi à leur expliquer que c'était une ânerie. Soit le classe 2 restait à 60 avec de l'hélium, soit le classe 2 et l'air remontent à 50, histoire qu'il y ait une cohérence. Donc j'ai dû leur expliquer et j'ai eu du mal. Si je n'intervenais pas, le classe 2 restait à 50, remontait à 50 et l'air était toujours utilisable à 60. Donc, on aurait dû payer des classes 3 pour que des types continuent à utiliser de l'air à 60 mètres. Donc, j'ai dû leur expliquer que dans la guerre économique que se mènent les boîtes, évidemment, si l'air est utilisable à 60, on aurait continué à utiliser l'air à 60. Donc en négociant comme ça, eh bien, on a réussi à avoir quelque chose de cohérent. C'est que le classe 2 s'arrête à 50, l'air s'arrête à 50 et après on passe à l'hélium. Il y avait une vraie cohérence technique. Autre chose, je me suis opposé à ce que le classe 2, pour le coup, remonte à 50. Dans ce contexte, les propositions que j'ai faites, je leur ai dit, vu le marché français, vu le faible nombre de classe 3 en France, il serait préférable de laisser le classe 2 en exception par rapport aux autres pays à 60 mètres et de remonter l'air par contre à 50 parce qu'effectivement on est plus en sécurité en respirant de l'hélium à 55 mètres que de l'air. En conservant cette particularité, ça n'a pas été possible. Voilà quelles étaient les doléances et les demandes du syndicat à ce sujet-là. C'était le classe 2 reste à 60. Ça n'a pas été possible. Je me suis opposé à ça, ça n'a pas été possible. Ce n'est pas le syndicat qui a fait remonter les classes 2 à 50 mètres. C'est l'inverse. Et ça, je tiens à le dire parce qu'on nous l'a remis souvent dans la gueule. Autre chose, quand j'arrive au COCT à ce moment-là, un certain docteur hyperbare, médecin hyperbare, que je ne nommerai pas, qui siégeait à cette assemblée, a proposé que les caissons de chantier soient supprimés.
c'est-à-dire qu'on nous enlève cette compétence, considérant que ça relevait d'un traitement médical, que ça peut relever de compétences de médecin ou d'infirmier hyperbare et que nous n'avions pas la compétence de ça. Je me suis battu contre ça pour qu'on conserve et d'une cette compétence et de deux la capacité à avoir des caissons sur les chantiers pour deux raisons. C'est que psychologiquement quand même quand vous tapez des plongées en altitude sur des barrages, quand on sait que le caisson est sur place, psychologiquement ça amène quelque chose. De deux, des fois on cartonne, nous en tout cas on s'en est servi du caisson plusieurs fois, ça n'a pas rien. Et de trois, qu'est-ce qui se passe si les boîtes françaises n'ont plus de caisson et que par contre elles continuent à se projeter à l'étranger? Si on leur enlève cette compétence, ben on leur enlève la compétence, on enlève le matériel, qu'est-ce que devient comment le milieu des boîtes françaises gère ce problème si elles doivent se projeter à l'étranger, si elles n'ont pas de caissons et si elles perdent la compétence d'utiliser des caissons. Donc je me suis opposé fortement à ça. Il y a eu un grand débat, on est rentré dans un débat, on est rentré en discussion avec l'association des médecins hyperbares et finalement on a continué à, en fait en gros pour le coup ça n'a pas bougé, on a pu conserver nos caissons de chantier. Mais c'était pas gagné. C'était pas gagné. Et une fois de plus, alors le syndicat des patrons, le SNETI, était d'accord avec nous. On se battait ensemble sur ces projets. Je ne dirais pas que c'est nous, mais en tout cas, on a participé, on a mené de l'eau dans le moulin. Et le SNETI aussi, et on a maintenu nos caissons. Et c'est pas une action anodine. Si on ne faisait rien, si on n'était pas là, c'est pas du tout dit qu'actuellement les caissons de chantier sont encore utilisables par des simples scaphandriers. Donc il me semble que ces exemples-là ne sont pas rien et prouvent quand même que finalement, en travaillant, en n'ayant pas peur, parce que quand je suis monté là-bas, je représentais peut-être pas grand monde. Voilà, en tout cas je représentais des valeurs, ce que j'avais dans le cœur un petit peu, pour tirer mon métier vers le haut. Et en fait, le truc était vraiment là. C'était tirer mon métier vers le haut et tirer mon métier vers le haut. Je n'avais que ça en tête. Alors, c'est vrai que je me sentais seul. Hein. C'est vrai que j'aurais aimé que sur les 300 courriers que j'envoie, j'ai 250 réponses. Ça nous aurait probablement aidé, mais en tout cas, c'était pas le cas. Et il me semble que ce que l'on a obtenu là, donc je reviens rapidement dessus, le manifold sur le casque, les doubles narguilés, la lumière, le fait qu'on conserve les caissons, les potences, c'est pas rien. Moi j'ai pas honte. Eric Sulpice qui est là derrière la caméra, il n'a pas honte non plus. Et je sais pas si on peut critiquer notre action pour ça. Voilà, je crois pas. J'ai du mal à le croire. Après, d'autres actions qu'on a eues avec le syndicat, et c'est pas rien, c'est qu'on a dit on doit aussi s'occuper de tous les accidents. On doit aussi s'occuper de toutes les familles qui sont endeuillées, qui ont des problèmes, qui sont dans la douleur parce qu'elles ont perdu un fils, un mari au boulot. Donc c'est ce qu'on a fait. Donc on a contacté, à partir du moment où on a été un petit peu structuré, hein, donc ça commence en 2010. On va sur chaque accident avec des fois ça fonctionne, des fois que ça ne fonctionne pas. En gros, l'idée c'est qu'on a apporté de l'assistance juridique. On a apporté du réconfort dans certains cas, on a apporté de l'assistance juridique. J'ai un très très bon ami qui est avocat, qui est moniteur de plongée aussi, qui a accepté de travailler pour nous gratuitement. Et donc on a défendu des gens gratuitement pour le moment. Donc je ne rentrerai pas en détail sur tous les accidents. Il y a des choses qu'on peut révéler, d'autres qu'on ne peut pas révéler. En tout cas, sachez qu'on est présent. Sachez qu'il y a des familles qui n'ont pas eu à payer. C'est nous qui l'avons fait. Sachez que dans certains cas, on a, grâce à cette action, il y a eu... Alors là, je peux revenir sur l'accident de Tours, par exemple. L'affaire était classée. Et c'est notre avocat qui a réussi à faire nommer un juge d'instruction. Et puis finalement, une fois qu'il y a eu enquête, une affaire qui était classée, la société en question elle est inculpée pour faux et usage de faux et homicide involontaire, ainsi que le maître d'œuvre dans l'histoire. Alors que si on ne faisait rien, une fois de plus on se retrouve dans la situation habituelle où finalement un scaphandrier décède. Ma foi, c'est une autorité publique, le métier est dangereux, c'est normal, des fois il y a des accidents.
Ben, des fois il y a des accidents, mais des fois il y a des accidents qu'il faut éviter. En fait, on n'a eu que ça. Notre fil conducteur, c'était à quel moment ça déconne. Et si ça déconne, ben nous en tant que syndicalistes, on est obligés, on fait remonter les infos. Donc sur les actions syndicales, on a du coup agi dans plein de cas. Jean-Christophe Casagrande, Jean-Michel Elbaude, Christophe Fournier, Bastien Castagnier par contre. Pardon, voilà en fait. Et à chaque fois on est là et c'est juste notre boulot de syndicaliste. Alors on nous le remet souvent dans la gueule en nous disant ouais vous allez soulever la merde, etc. Non, on va pas soulever la merde. C'est juste on est là, on fait notre boulot de syndicaliste et parce que je vous rappelle que les statuts du syndicat c'est protéger les intérêts collectifs de la profession. Voilà, c'est tout. C'est dans ce cadre-là qu'on fait le truc. Il n'y a pas de volonté de revanche, il n'y a rien de personnel. Et d'ailleurs, à ce titre-là, il y a une des questions qui se posent, c'est que on nous dit souvent, ouais, les syndicats c'est Ocan, c'est Ocan. Non, une fois je vous le redis, c'est pas Ocan, on s'est rencontrés chez Ocan. Par contre, il se trouve qu'on est tous chez Ocan. On aimerait qu'il y ait d'autres personnes. Parce que quand il y aura un problème chez Ocan, qui va attaquer? Genre, je vais m'attaquer moi-même? Non. C'est assez schizophrénique, c'est compliqué de le faire. Et il faudra le faire. Il faudra le faire. Si le jour il y a un problème chez Ocan, grave. Donc c'est pour ça qu'on aurait besoin d'un mec de l'extérieur, quoi, tout simplement. Ça c'est un peu l'aspect juridique, donc il y a des choses qui sont en cours. Qu'est-ce que je peux vous dire aussi? Je voulais vous parler du titre professionnel. Le titre professionnel, donc qu'est-ce qui s'est passé au niveau du titre professionnel? Nous, depuis le début, on a critiqué notre formation, considérant que notre formation elle était beaucoup trop courte. Constat qui était partagé par tout le monde, que ce soit le SNETI, les gens du gouvernement. Quand je parle du gouvernement, c'est pas le gouvernement, c'est la Direction Générale du Travail. C'est des gens qui sont en relation avec le ministère du Travail, mais c'est pas le ministère du Travail, c'est en dessous du ministère du Travail. Il y a le ministère du Travail, il y a la Direction Générale du Travail, il y a toute cette institution qui travaille sur justement le code du travail, l'élaboration des lois, etc. Ce sont des juristes. Tout le monde était à peu près convaincu que la formation de scaphandrie n'est pas assez longue. Nous, on a fait des propositions, on partait sur un projet très ambitieux, on se basait un petit peu sur les exemples des Canadiens, sur les exemples des Belges, avec des écoles qui sont beaucoup plus longues, intégrées, avec plein de compétences qui sont apprises. Donc on partait à la base sur un module 7 modules de formation, 1 an de formation, voilà, c'était vraiment un truc très ambitieux. Et puis analysé au cours des discussions, tout ça s'étiole. Et finalement, on arrive à un montage juridique qui est proposé par le SNETI et qui s'appelle le titre professionnel. Alors pourquoi pas le titre professionnel? Et avec une particularité que peu d'entre vous savent, c'est qu'en fait, un titre professionnel n'est pas obligatoire dans une profession. C'est-à-dire qu'en gros, ça va être une forme de qualification, un mieux. Mais c'est pas obligatoire. Et à partir du moment où le titre professionnel nous a été présenté de cette manière, c'est-à-dire qu'il n'est pas obligatoire, nous, on s'est opposé à ça. Voilà, ça c'est la vérité. On s'est opposé à ça et on a proposé, en fait, on a dit, si le titre professionnel de scaphandrier n'est pas obligatoire, nous, syndicats, on quittera la table des négociations et vous le ferez, votre titre professionnel, mais ça ne sera pas paritaire. C'est-à-dire que vous n'aurez pas l'accord de tous les participants autour de la table. Parce que nous, on considère que créer un titre professionnel qui se rajoute à un CH, mais qui n'est pas obligatoire, c'est créer deux types de scaphandriers. Des scaphandriers qui ont le CH et des scaphandriers qui ont le titre professionnel et le CH. Donc, risque de créer de la concurrence, risque de créer deux types de scaphandriers ou des sous-scaphandriers, donc des payes différentes. On s'est opposé à ça, alors sachez-le, c'est une première en France. C'est-à-dire que dans toutes les autres professions qui sont concernées par des titres professionnels, le titre professionnel est optionnel. Sauf dans le métier de scaphandrier, parce qu'on s'y opposait. Ça a engendré quoi qu'on s'y oppose? Que Eric et moi, en gros, on est passé au tribunal. On est passé devant une institution qui s'appelle la Haute Autorité de la Concurrence et on est allé justifier notre choix. Et là, je vous garantis qu'on ne s'est pas marré. Parce qu'on on est tombé dans une assemblée de gens qui n'étaient pas marrants du tout. En fait, on a été triturés, moment assez désagréable. Et il a fallu vraiment qu'on se justifie. Et là, on a créé un précédent en France. C'est-à-dire qu'on est les seuls à être
dans ce cas de figure. Et ce qui explique, c'est que maintenant, à partir du 1er janvier 2022, le titre professionnel, il est obligatoire pour tout le monde et qui n'est pas rétroactif pour ceux qui ne l'ont pas avant. Ça aussi, c'est de l'autre fait. C'est-à-dire, donc, je reviens, les anciens n'ont pas passé le titre professionnel. Ceux qui arrivent vont bénéficier d'une meilleure formation, alors qui n'est pas la formation qu'on voulait nous. Moi, si vous m'écoutez, on part sur une formation d'1 an, très complète, où on apprend un tas de choses, que ce soit dans l'eau, hors de l'eau, sur de la technique, sur de la théorie. Moi, c'était ça, l'école dont je rêvais. On n'a pas du tout obtenu ça. Par contre, on a obtenu en gros 6 semaines de formation supplémentaire sur du geste technique obligatoire. C'est pas génial, c'est mieux que rien, c'est obligatoire et c'est pas bloquant pour ceux qui sont venus avant. Si on n'était pas là, attention, il faut savoir aussi qu'il était question de période de transition de 3 ans, de 5 ans, entre les anciens qui ne sont pas si anciens que ça. En fait, il y avait des vraies discussions houleuses. Sous notre impulsion, le titre professionnel, il est obligatoire. Il n'y a pas de rétroactivité pour ceux qui ne l'ont pas eu avant. Je considère que c'est une victoire. La vérité, elle est là, elle n'est pas autre part. Pardon, on coupe. C'est quoi ça, titre quoi? Eh bien, on a fait une demande officielle de titre professionnel de COH. Ouais. Ça, c'est en suspens, mais c'est demandé officiellement. De quoi on peut parler d'autre? Le refresh, t'as dit que c'était pas notre faute. Ouais, c'est pas notre faute, le titre professionnel. Oui, donc voilà, et donc dans le même ordre, maintenant, on demande aussi à ce qu'il y ait la même chose pour le COH. Voilà. Le but étant toujours de tirer le métier vers le haut, et pas autre chose. Et avec quelque chose de super important, c'est que tout ça, on le fait avec notre cœur, avec nos valeurs. Alors, on n'a peut-être pas toujours raison. On peut en discuter. Nous, d'ailleurs, on demande à ce qu'on en discute. On n'est pas très nombreux à s'occuper de ça. On est sans doute aussi peut-être pas très bon en communication, c'est possible. En tout cas, moi, je suis mauvais avec les réseaux sociaux, par exemple. Je suis plutôt un type, je vis dans le monde d'avant, avec des aiguilles, des cadrans, etc. J'ai jamais été très bon. Vous ne me voyez pas sur Facebook. Voilà, je suis pas un type qui communique beaucoup avec les réseaux sociaux, c'est pas mon truc. Et donc c'est à ce sujet que finalement, moi je constate quoi? C'est au bout de 10 ans d'action, on est vachement critiqué, et on est vachement critiqué par l'ensemble de la profession et par les mecs de terrain, quoi, les mecs de base, qui nous remettent toujours dans la gueule des trucs qui sont faux, du style cette histoire de classe E qui remonte, cette histoire de refresh. Des choses qui font mal en fait parce que c'est vachement d'engagement, Moi j'ai passé beaucoup de temps sur mes congés, ça m'a coûté vachement d'argent, je suis blacklisté dans plein de boîtes. En gros, chez Skitokan, je sais pas trop où je vais bosser. Je vous parle pas d'Eric parce que lui c'est vachement exposé sur les réseaux sociaux. Voilà, et alors avec sans doute là-dedans on a un tort, peut-être qu'on n'est pas très bon en communication. Moi je m'en excuse auprès de vous. Par contre, voilà, ça m'amène à quelque chose aussi, c'est que sans doute, moi je vis aussi comme un échec en fait, c'est très peu de gens au bout de 10 ans, ces critiques permanentes, donc ça me permet de vous annoncer que moi en tout cas je vais quitter le syndicat. Alors je ne vais pas le quitter, je continuerai à adhérer, mais je vais arrêter de m'en occuper parce que visiblement ça ne fonctionne pas assez bien, donc je pense qu'il y a suffisamment de critiques pour dire ok, tu as fait ta part du boulot, tu le fais mal visiblement, et les mecs qui sauront mieux le faire. Donc j'en appelle à vous maintenant, la voie elle est ouverte. Il y a accès au ministère du Travail, pour la DGT, il y a des actions juridiques en cours. Ça s'est jamais fait. Moi en tant que SCAF de base, je me suis exprimé devant tout un tas de gens. J'ai pu vraiment faire ramener la voix du terrain, quoi. Il me semble qu'elle était légitime, après peut-être certains décideront ou estimeront que cette voie-là n'était pas légitime. En tout cas, moi j'ai fait ça avec mon cœur. Maintenant, visiblement, ça n'a pas toujours suffi. En tout cas, il y a beaucoup de critiques, trop de critiques. Donc moi, à
la fin de l'année 2019, j'arrête de m'occuper de tout ça. En novembre, il y a encore des choses, je vais y aller. Voilà, parce qu'il y a les assises des travaux sous-marins, 21-22 novembre, j'y serai. À Marseille. À Marseille, je serai toujours là pour donner un coup de main. Personnellement, j'ai tenté plein de trucs dans la presse, j'ai écrit 4 fois à Thalassa, j'ai écrit au Monde, j'ai écrit à Libération. J'ai essayé de faire des reportages qui essaient de montrer la réalité du terrain, cette réalité où on n'est pas des héros, on est juste des travailleurs, on gagne 2000 balles par mois. Je trouvais insupportable de lire toujours dans le journal le métier le mieux payé du monde, etc. etc. Voilà, ça c'est tout. Moi, c'est 27 ans de travaux sous-marins en ce qui me concerne, qui m'ont amené à ça, toutes ces réflexions, me bouger comme ça. Avec une vraie peine quand même de voir le peu de retours et toutes les critiques qu'on a pu prendre et qui souvent étaient infondées et fausses. Voilà, en tout cas, cette vidéo, ça vous permet d'avoir un visage, d'avoir un autre type d'expression. Voilà, c'est un peu de toucher un peu vos cœurs, quoi, de bouger un peu les tripes, quoi. Et puis surtout pour vous dire que maintenant, à vous de bosser, les gars. Voilà, à vous de bosser. Il y a l'outil, il est là. L'outil il est là, c'est la première fois que les scaphandriers il s'élève aussi haut en attendant que ça plaise ou pas. Le boulot on l'a fait avec notre cœur. Et maintenant c'est à vous de voir. Et on vous remercie pour les derniers mois, le nombre quand même pas négligeable de scaphandriers, même des jeunes qui sont venus grossir les rangs du syndicat. C'est un phénomène qui est très récent, ça a moins de 6 mois. Peut-être qu'il ne faudrait pas partir, mais enfin voilà. Mais c'est parti, donc salut les gars. Bonne plongée, faites gaffe surtout.